Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes toujours dans le fonctionnement du Sodalitium Pianum. Nous voyons ici la question du chiffre. Étant donné la nécessité ou l'utilité de se procurer et de transmettre des informations et de donner des adresses, des orientations, parfois aussi dans des conditions défavorables, sous le danger de contrôle non désiré, il était facile d'en venir à la décision d'adopter pour la correspondance la plus personnelle un code chiffré. Moyen habituel, comme le faisait observer Monseigneur Benini, même dans les entreprises bancaires ou industrielles. Un chiffre en soi n'est pas une chose mauvaise ou une chose suspecte. Tous les gouvernements, y compris le Saint-Siège, se servent depuis des siècles de chiffres. Alors, le chiffre de Monseigneur Benini ne fut pas inséré dans le procès. La revue Le Mouvement le reproduisit dans son numéro de mars-mai 1923 et il fut alors diffusé dans le public et c'est ainsi que le cardinal Gaspari le connut aussi. Schmidlin donne plusieurs exemples et Fontaine, que l'on va voir plusieurs fois, Nicolas Fontaine, dans son ouvrage Saint-Siège, Action française catholique intégraux, va y faire allusion. Et il publie à nouveau 2 lettres codées de Benini à Jonx avec un de ses décodages. Et Monseigneur Benini, dans son long exposé à l'éminentissime Sbarretti, admet sans embâge l'utilisation du code. Il l'admet, il le défend et il explique comment il fut indispensable dans les conditions particulières où il fut utilisé, expliquant aussi comment beaucoup de mots du code furent mal interprétés. Donc en conclusion, le secret et le code étaient d'une certaine manière des moyens nécessaires, pour le moins utiles, en tout cas certainement pas immoraux, du moment que Benini n'eut pas de secret envers l'autorité compétente du Saint-Siège avec lequel il était en contact. Ensuite, nous voyons la question des suspects et des dénoncés. Le cardinal Gaspari affirme carrément que Monseigneur Benini, ou plutôt le Sodalitium Pianum, tint une liste de personnes, laïques ou ecclésiastiques, même des évêques et des cardinaux à surveiller. Et il allègue comme preuve une liste qui, si elle était authentique, c'est-à-dire si elle était composée expressément comme telle et utilisée comme un instrument de surveillance, comme le laisseraient supposer les paroles de Gaspari, constituerait un argument plutôt défavorable pour le Sodalitium Pianum et Benini. Par chance, dans un point de sa déposition, le cardinal cite l'ouvrage de Fontaine, cet ouvrage qui s'intitule « Le Saint-Siège, Action française catholique intégraux »,
Et il a été facile de constater que cette liste était extraite mot à mot de cette œuvre. Or, en 1921, parut pour la première fois un opuscule anonyme intitulé « Mémoire sur la Sapinière », qui était le surnom donné au Sodalitium Pianum, dans lequel, au numéro 5, on lisait les dénoncés, entre guillemets. Et à la fin du mémoire, on donnait le code du Sodalitium Pianum. Ce mémoire anonyme est mentionné dans les fameuses lettres de Gand, ces fameuses lettres dont on avait parlé déjà, c'est-à-dire dans la correspondance qui avait été confisquée en 1914 pendant la domination allemande en Belgique, dans la maison de l'avocat Jonx, membre du Sodalitium Pianum. Alors, le mémoire cité et le code furent publiés à nouveau par la revue Le Mouvement, très opposée à toutes sortes d'intégralisme, dans son numéro donc de mars-mai 23. La même revue reproduit quelques extraits du journal hollandais T. Tijd sur le Sodalitium Pianum, toujours sur la base des révélations des lettres de Gand. Et en 1924, elle publia une partie de la correspondance confisquée. Donc finalement, seul le mémoire anonyme fut à nouveau publié par Nicolas Fontaine. Une première fois dans la revue Année politique française et étrangère, et une deuxième fois dans son ouvrage Saint-Siège, Action française, catholique intégraux, avec des notes ultérieures. Alors, toutes ces publications différentes ont créé des confusions dans l'utilisation pratique qu'en ont fait les auteurs les plus récents, qui dépendent tous du dit mémoire pour leurs informations et affirmations sur le Sodalitium Pianum. Et c'est à partir de là aussi que le cardinal Gaspari transcrivit sa fameuse liste de dénoncés. Alors, il est vrai que l'accusation adressée au Sodalitium Pianum et à Monseigneur Benini pour une activité de dénonciation remonte déjà aux dernières années de Saint-Pie-X. Mais la liste commence à apparaître en 1921. Elle contient une liste de personnes et, à cause de divers indices, elle trahit la compilation faite a posteriori sur la base, comme on peut le supposer, de feuilles et de lettres du Sodalitium Pianum où apparaissent plusieurs noms, sans qu'on puisse dire pour autant si la compilation a été fidèle. Or, il faut tout de suite considérer quelques points. Le Sodalitium Pianum, de même que la Correspondenza, n'eut pas le but, dans ses statuts, de dénoncer, mais d'informer, qui est différent. On ne peut donc pas donner d'informations concrètes sans aussi nommer souvent les personnes qui parlèrent, qui écrivirent ou qui agirent dans un sens ou dans un autre. En réalité, les feuilles du Sodalitium Pianum apportèrent une grande quantité de faits et de données concrètes, avec nécessairement les noms relatifs de leurs auteurs. Comment pouvait-on faire autrement? Ensuite, les informations du Sodalitium Pianum ne furent ni officielles ni officieuses, et encore moins exclusives.
Autre point, souvent ces informations furent plus rapides que les informations des bureaux comme l'annonciature ou les bureaux épiscopaux, et pouvaient être aussi plus importantes, plus étendues, touchant la presse, les revues, les livres, les discours, les congrès, les réunions, les cercles. En somme, toutes les manifestations les plus variées de la vie religieuse, politique, sociale, culturelle de l'époque. Un véritable miroir du temps et donc un supplément très utile pour l'appareil des bureaux et des rapports officiels. Autre point, nécessairement, ce service d'information pouvait apparaître, vu d'un côté seulement, comme une dénonciation ou une accusation continuelle, puisque surabondent les informations moins bonnes, c'est-à-dire les informations sur les mouvements plus ou moins opposés aux directives du Saint-Siège. D'où, pour les adversaires et tous ceux qui se crurent découverts ou qui n'eurent pas vraiment la conscience tranquille, pour les modernistes, pour les catholiques libéraux, pour les démocrates et les progressistes, les accusations d'espionnage, de surveillance, de dénonciation et cette haine envers Monseigneur Benigni et le Sodalitium Pianum. Autre point, si par la suite il fut nécessaire de procéder contre une personne ou contre une autre, la déposition de quelques évêques en France dans les cas les plus extrêmes, ceci ne se fit pas sur la base des informations du Sodalitium Pianum, mais par voie régulière, par l'intermédiaire des dicastères compétents, qui eurent d'autres moyens d'enquête et de jugement. Donc, avec tout cela, personne ne voudra nier que parfois, de la part de quelques correspondants particuliers, il y eut une tendance ou une intention de dénoncer dans le mauvais sens du mot, comme il peut y avoir et comme il y eut des erreurs. Mais cela ne permet pas de dire que le Sodalitium Pianum, en tant que tel, et de par sa constitution, par ses statuts, était un service de dénonciation. C'était seulement un service d'information, ce qui est bien différent. Ensuite, le financement. La vaste correspondance du Sodalitium Pianum, les services de secrétairerie nécessitèrent naturellement des dépenses. Par contre, la correspondenza et l'AIR subvinrent d'elles-mêmes à leurs besoins qui couvraient les dépenses par les abonnements. Les membres du Sodalitium Pianum, en vertu des statuts, étaient obligés de contribuer aux dépenses de la centrale, ce qui est naturel dans toute association. Benigni eut parfois des offrandes particulières de certains amis ou des membres du Sodalitium Pianum, et Pie X lui-même versa à Benigni chaque année 1000 lires, qui est une participation financière pas considérable, mais quand même, Pie X a versé chaque année 1000 lires pour les dépenses du Sodalitium Pianum, et ainsi qu'il le raconte ordinairement à l'occasion d'une audience qu'il lui accordait. D'où on peut en déduire que Monseigneur Benigni se contenta d'une audience par an, et une fois, alors qu'il n'avait pu l'obtenir, Pie X lui fit donner les habituelles 1000 lires par l'intermédiaire de Monseigneur Bressan. Alors, on voulut faire de cette modeste aide un chef d'accusation et un chef de complicité avec les méchancetés attribuées au Sodalitium Pianum et à Benigni contre Pie X dans le procès.
Alors, pour connaître l'esprit avec lequel certains adversaires de Benigni écrivirent contre lui, il suffit de rappeler cet épisode. Il résulte des lettres de Gand, ces lettres qui ont été confisquées, si tout est authentique, qu'une fois les trappistes de Watton offrirent à Benigni 1000 francs. On ne sait pas si c'était pour le Sodalitium Pianum ou pour un autre but. Et celui-ci écrivit alors à Jonx: « Quelle misère, au moment où j'aurais besoin de millions !» Le mouvement, la revue Le Mouvement, accompagnait cette phrase de ces mots: « Ainsi écrit le pieux Judas ». Schmidlin aussi, en suivant généreusement toutes les publications hostiles au Sodalitium et à Benigni, parle de gains lucratifs obtenus par Benigni par l'intermédiaire de l'Agencia et de la Correspondenza. Mais en nous intéressant ici seulement au Sodalitium et à Pidis, le fait que Pidis accorda au Sodalitium par 3 fois un signe de bienveillance avec ses autographes et qu'il le subventionna par l'apport de 1000 lires annuelles, pour ceux qui connaissent Pidis et sa droiture, jamais démenti, c'est l'indice absolument sûr que le pape voyait dans le Sodalitium une bonne institution. Et il avait raison de penser ainsi, parce que les statuts et le programme du Sodalitium Pianum étaient bons. Ensuite, la question des amis et des partisans du Sodalitium Pianum. Le Sodalitium Pianum n'avait pas que des adversaires. Il avait des amis et des partisans. C'est un fait facilement contrôlable et qui doit être pris en considération avec totale objectivité. Monseigneur Benigni lui-même indique au cardinal Sbarretti les noms de ses amis et partisans de son Sodalitium, mais les personnes qu'il citait étaient alors pour la plus grande partie en vie et pouvaient être interrogées. Il n'y a donc aucun motif raisonnable de douter de la vérité de ces indications. Même le père Soba affirme ouvertement que le Sodalitium jouit de faveurs et d'intérêts. Alors, parmi les cardinaux qui eurent de l'estime pour le Sodalitium et dont ils se servirent, il faut rappeler le cardinal Vive y Tuto, préfet de la Congrégation des religieux en 1908, le cardinal Dolé, préfet de la Congrégation consistoriale, le cardinal Boggiani, assesseur de la consistoriale et archevêque de Gênes, le cardinal Gotti, préfet de la propagande, mort en 1916, le cardinal von Rossum, préfet de la propagande à la suite depuis 1918, le cardinal Sevin, archevêque de Châlons, puis de Lyon, qui était une figure insigne de l'épiscopat français. Il avait créé d'ailleurs une œuvre Pro Ecclesia et Pontifice, et il pensa sérieusement à s'unir au Sodalitium Pianum, ce qui ne fut cependant pas possible. Monseigneur Sabadell, capucin, de son nom de religion le père Pie de Langogne, il était à Rome depuis 1880, consulteur de nombreuses congrégations romaines, un homme très docte, archevêque titulaire de Corinthe depuis 1911. Monseigneur Caron, archevêque de Gênes puis de Calcédoine. Monseigneur Gilbert, évêque du Mans, puis archevêque d'Arsinoé, consulteur de la consistoriale. Monseigneur Volpi, évêque d'Arezzo, et Monseigneur Monastès, évêque de Dijon. Voilà pour les amis. Ensuite, il y a les adversaires et les accusations. Donc les œuvres et les personnes les meilleures rencontrent souvent de l'hostilité,
et de l'incompréhension, non seulement de la part des mauvais, mais parfois aussi de la part des bons. Ça, c'est très connu, et ça a toujours été. Peut-être parfois plus dans l'Église qu'ailleurs. En appliquant ce critère au Sodalitium Pianum, et en général aux organisations de Benigni, il en résulterait qu'elles seraient des œuvres excellentes, puisqu'elles eurent des adversaires, de l'hostilité et des contrariétés de toutes sortes. Il faut seulement regarder de quel genre étaient les adversaires et quelle était la teneur de leurs accusations. Comme les adversaires sont nombreux et qu'il y a parmi eux des personnes très remarquables, le cardinal Gaspari par exemple, que les accusations sont graves et qu'on ne cesse de les répéter, il convient de voir donc encore ce sujet qui comporte des réflexions et des jugements sur l'attitude de saint Pidis envers le Sodalitium Pianum. Schmidlin, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui est presque le seul historien qui ait écrit ouvertement et dans un but scientifique sur le pontificat de Pidis, n'a aucun scrupule à condamner par des mots sévères et pénibles la politique de saint Pidis, et surtout le fait pour lui certain qu'il permit et qu'il favorisa dans les dernières années l'existence et l'influence néfaste, dit-il, d'un super gouvernement dans l'Église. Je le cite, ce qui revient à dire un régime qui avait pour chef certains cardinaux et qui se servait de la terrible charbonnerie noire du Sodalitium Pianum de Benigni. Alors, une observation s'impose cependant. Schmidlin, par un faux historicisme, construit mécaniquement, parmi les différents pontificats, une succession de papes plutôt modernes et de papes plutôt conservateurs. Pidis, pour lui, appartient à cette dernière catégorie, pape conservateur. Et là, tout est dit. D'autre part, par suite de manque de documents authentiques, en majeure partie encore enfermés dans les archives, il se sert d'innombrables publications, sans faire cependant une critique sévère des sources. Et il arriva ainsi que, sur saint Pidis, il recueillit une énorme quantité d'informations, assez hostiles, à l'intrépide combattant du modernisme, et qu'il les utilisa sans discernement, ce qui, pour un historien, n'est pas très scientifique. L'activité de Pidis, pour endiguer dans tous les domaines l'invasion violente de l'esprit purement progressiste, libéral, mondain, n'est pas du tout compris par Schmidlin, qui, cependant, reconnaît quand même en Pidis une vie personnelle sainte et de nombreux mérites pour l'Église. Bon, c'est déjà pas mal. Or, on a un sommaire, pour ainsi dire, des plaintes et des accusations lancées contre le système soutenu par Pidis et ce qu'il appelle le pouvoir occulte qui terrorisa l'Église et même les évêques et les cardinaux, les pauvres. Ce sommaire se trouve dans le célèbre Mémoriale de Monseigneur Mignot, composé et envoyé tout de suite après la mort de Pidis, le 14 octobre 1914, au cardinal Ferrata, secrétaire d'État de Benoît XV. Et parmi beaucoup d'autres éléments, on se plaint que des émissaires ou des agents sans mandat exercent une influence abusive dans la politique française. Je cite ici Fontaine. Il nous a donc été pénible, ces dernières années surtout, de voir non seulement nos hommes d'État les plus modérés et les mieux disposés, mais la grande majorité des catholiques français frappés de suspicion et tenus à l'écart
par des gens sans mandat. Ensuite, Fontaine se déchaîne contre les journaux intégraux qui, dit-il, ont exercé dans le monde catholique européen une tyrannie. Il attaque ensuite directement Benigni, un monseigneur dont les vastes ambitions auraient été frustrées sous le pontificat de Léon XIII, prenait sa revanche en maltraitant tous ceux qui, soumis de cœur et d'esprit au siège apostolique, c'est un comble, mais mêlés directement à l'action et à ses difficultés, essayaient d'adapter les principes éternels aux exigences des réalités. Il l'appelle Monseigneur Benigni, grand ouvrier de cette entreprise de démoralisation. Et il l'accuse, je cite, d'avoir cherché à truster la presse catholique par la correspondance de Rome. Il stigmatise, en résumant, l'œuvre de la presse intégrale en affirmant, je cite, qu'elle a été dans son ensemble une œuvre néfaste parce que œuvre de division réalisée par la médisance, la calomnie, un oubli total des règles élémentaires de charité chrétienne et des égards dus aux catholiques méritants aussi bien qu'à l'autorité épiscopale. Quant aux rédacteurs intégraux, il dit que la plupart de ces condottieri de la plume, enrégimentés par Monseigneur Benigni, étaient gens peu recommandables. Et il en vient au plus gros des accusations, en parlant, je cite, du pouvoir irresponsable et occulte installé dans l'Église, à côté de la hiérarchie légitime, en la supplantant parfois. Du système d'espionnage, avec une référence spéciale à Monseigneur Lacroix, évêque de Tarentaise, qui avait été obligé par le Saint-Siège à démissionner en 1907, et cela, selon Mignot, à cause, je cite, de dénonciations secrètes et anonymes. Et il continue en affirmant qu'un tel système fonctionnait aussi à Paris, contre le cardinal Hamet, à Milan contre le cardinal Ferrari, à Vienne contre le cardinal Pifle et à Fribourg en Suisse. Et il conclut, je cite, « Les pratiques du pouvoir occulte dans l'Église avaient abouti en beaucoup de diocèses à affaiblir l'autorité des évêques. De toutes parts commençaient à s'élever des protestations contre une situation intolérable autant qu'anormale. » Alors, pour situer ce mémorial à sa juste place, il faut avoir présent à l'esprit que Monseigneur Mignot fut assez compréhensif envers le modernisme en France. Et c'est presque un euphémisme. Le dit mémorial est le résumé, le réquisitoire officiel, dirait-on, de la partie moderniste contre le pape Saint-Pie X et son action contre cette secte pernicieuse. D'où les conclusions suivantes. Première conclusion, tous les adversaires de toutes les couleurs des directives de Saint-Pie X dans le domaine de la politique ecclésiastique, de la doctrine, de la politique sociale, de la culture, sont aussi des ennemis, des accusateurs, des adversaires de ceux qui diffusèrent, suivirent, acceptèrent et défendirent les dites directives. Et parmi les plus actifs de ceux-ci, il y eut le Sodalitium Pianum, la correspondance et au fond, Monseigneur Benigni. Deuxième conclusion, au sujet de l'accusation d'espionnage ou de dénonciation, on l'a déjà vu, informer n'est pas la même chose que dénoncer. Et les méchants haïssent toujours ceux qui osent les contrarier ou les découvrir. Troisième conclusion, parler d'un système de terreur et d'intimidation des évêques ou d'un super gouvernement au-dessus de la hiérarchie qui élimine
le gouvernement régulier, ordinaire de la curie romaine. C'est une chose tout simplement absurde. Et concrètement, le cas Ferrari est typique à cause de la fausseté des accusations et des insinuations de ce genre. Rappelez-vous les lettres de bienveillance de Saint Pilice. Toutes les archives de la curie romaine, en commençant par celles de la consistoriale, sont pleines de lettres, d'informations, de demandes, d'instructions qui n'ont et qui ne peuvent rien avoir à faire avec le Sodalicium Pianum, la correspondenza, avec le pouvoir occulte qui jamais n'a existé. En somme, toute cette littérature d'accusation générale contre le gouvernement de Saint-Pédis, dont le mémorialé de Monseigneur Mignot est l'expression typique et la plus répandue, et dont malheureusement beaucoup d'historiens, avec à leur tête Schmidlin, dépendent, cette littérature qui est utilisée tranquillement par tout le monde, il est évident qu'elle doit être revue à fond et contrôlée. Et les conclusions ne sont pas du tout défavorables au gouvernement de Saint-Pédis. Alors nous terminons aujourd'hui sur un résumé et un jugement d'ensemble sur le Sodalicium Pianum. Il faut faire une distinction nette entre le Sodalicium Pianum en tant que tel et la Correspondenza Romana, et également les activités de Benigni, surtout celles qu'il exerça après la dissolution du Sodalicium en 1921. C'est une première constatation. Deuxièmement, la Correspondenza Romana n'est pas une œuvre du Sodalicium Pianum, on l'a vu. Elle le précède quant à son origine et elle le dépasse par son étendue. À la Correspondenza collaboraient, oui, non seulement des membres du Sodalicium Pianum, mais des personnes étrangères. Troisièmement, la presse dite intégrale a seulement, de façon très modeste, des contacts directs avec le Sodalicium Pianum, en tant que, aussi bien le directeur que les rédacteurs étaient aussi membres du Sodalicium. Quatrième point, le Sodalicium Pianum, selon l'idée primitive de Monseigneur Benigni, aurait dû être une organisation internationale, formant un véritable institut séculier, dépendant du Saint-Siège, avec la centrale à Rome et des groupes associés en dehors de Rome. Cinquième point, le but était de soutenir énergiquement l'œuvre de Saint-Pédis, non seulement contre le modernisme dans le sens strict du mot, mais contre chacune de ses manifestations, dans tous les secteurs de la vie catholique. Sixième point, ceci devait se réaliser à travers la vie personnelle des membres, en étroite conformité avec les normes de l'Église, catholicisme intégral, et à travers une information continue de la centrale sur tous les mouvements du modernisme, dans un sens très large, dans le monde entier. Septième point, pour protéger les membres de la haine de ses adversaires, souvent au sein même du camp catholique, libéraux, démocrates, modernistes, et pour garantir une pénétration efficace, on a cru indispensable d'avoir un certain secret envers tous les étrangers, mais jamais envers la centrale, et à travers elle, jamais envers l'autorité ecclésiastique suprême. Huitième point, le Sodalicium Pianum ne put jamais être réalisé sous cette forme idéale. Sa diffusion et son activité restèrent toujours limitées, tandis que la Correspondenza, elle, eut un large écho. Et elle produisit aussi de fortes réactions
qui retombèrent en partie sur le Sodalitium Pianum, confondu tout simplement avec elle. 9e point, on peut dire la même chose pour les autres activités de Monseigneur Benini, les agences de renseignement, qui en soi et directement ne s'identifiaient pas avec le Sodalitium Pianum. 10e point, le Sodalitium Pianum reçut de Saint Pidis des autographes de louanges, une modeste contribution financière, ainsi qu'une approbation d'ensemble quant à l'idée générale, mais jamais d'approbation formelle et définitive. Question de simple prudence de la part de Saint Pidis. 11e point, les accusations et les remontrances portées contre Monseigneur Benini, contre sa correspondenza et contre l'influence des intégraux et de leur presse à l'époque de Pidis, et après, sont en substance exagérées et fausses, et elles touchent seulement pour une petite part le Sodalitium Pianum. Et dernier point, le Sodalitium Pianum, considéré en soi, aurait été un organe important pour servir l'Église, dans le sens des directives du pape Saint Pidis. Peut-être était-il conçu de façon trop idéale pour être réalisé sans tenir compte des défauts provoqués par les déficiences des hommes et non pas par les statuts ou par le programme qui était bon. Et nous verrons la prochaine fois des textes de Saint Pidis sur le Sodalitium Pianum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.